Mesdames, Messieurs, bonjour. Chers amis, quand on se promène dans Paris, l'un des sites touristiques en est la Grande Mosquée. Elle a été construite dans les années 30 en même temps que l'hôpital Avicenne de Bobigny et le cimetière musulman de cette ville de banlieue. Les trois réalisations firent un hommage rendu par la France aux soldats musulmans qui se sont battus pour elle pendant la Première Guerre mondiale. Plus tard, sous l'occupation nazie, la mosquée a sauvé des juifs. Les musulmans ont payé le prix du sang pour la France. Ils ont été des justes parmi les justes. L'islam est une constituante de l'histoire de France. Il est ni étranger ni étrange, comme certains veulent le présenter aujourd'hui dans notre pays. Si l'histoire et l'identité sont liées, l'islam est une composante de l'identité française. Les musulmans qui militent dans les associations cultuelles sont le plus souvent des Français. Rassurez-vous, ils ne militent pas que pour la défense de leur religion. Ce sont des citoyens engagés politiquement dans les partis traditionnels, qui militent dans les syndicats, dans les organisations patronales, dans les associations culturelles et scientifiques, qui sont présents dans les différents mouvements. Ce sont tout simplement des Français. Pour la plupart des musulmans, l'islam est une composante de leur identité. Ce ne sont pas tous des pratiquants, encore moins des fanatiques. Tous les Arabes ne sont pas musulmans. Vous savez, il y a dans le monde arabe des athées, des agnostiques, des païens, mais aussi des chrétiens et des juifs. Avoir un nom à consonance arabe ne fait pas forcément de celui qui le porte un musulman. Les actes islamophobes relèvent simplement du racisme. J'imagine que nombre d'entre vous ont voyagé dans ce qu'on appelle le monde musulman. Le Maghreb, l'Afrique subsaharienne, l'Égypte, le Liban, l'Indonésie. Y avez-vous rencontré des coupures de tête à chaque coin de rue? Je ne pense pas. Non, bien sûr. Je parie que le plus souvent, vous êtes revenus heureux de votre voyage dans des contrées que l'on veut vous présenter hostiles. Des groupes de fanatiques qui sévissent, bien sûr. Mais ce sont ces pays qui en souffrent en premier. N'oublions pas que ces fanatiques ont parfois prospéré avec la bénédiction des Occidentaux. Ben Laden fut un allié des États-Unis. Cela sans oublier l'immense duplicité des puissances occidentales avec les monarchies pétrolières, qui ont la lecture la plus rigoriste du Coran, car le Coran est avant tout une histoire de lecture et d'interprétation de son message. Les thèmes que j'aborderai: l'islam, problèmes religieux et socio-culturels et l'historique de la mise en place de l'Observatoire national de lutte contre l'islamophobie. L'islam en France. Depuis quelques années, on assiste à l'émergence progressive d'un débat public autour de la présence, de l'intégration et des modalités de gestion de l'islam en France. Cette problématisation publique de l'immigration musulmane est intimement liée à la visibilité accrue de personnes et d'associations musulmanes sur la scène publique française. Ces personnalités et ces associations sont majoritairement représentées par des Français de confession musulmane. De par leur importance, les musulmans vivant en France s'expriment et se manifestent davantage que par le passé. Ainsi, des enjeux tels que les cimetières confessionnels, le voile islamique, l'abattage rituel de la viande halal, les cursus scolaires, les procédures de nomination et de formation des imams, les devoirs des réserves de fonctionnaires par rapport à leurs croyances religieuses, la compatibilité d'interprétation radicale de l'islam avec les valeurs démocratiques, etc., font de plus en plus l'objet de débats publics et médiatiques. Ces débats sont le plus souvent portés à travers tout le territoire français, aussi bien au niveau national, régional que local. Ces responsables d'associations culturelles sont de véritables militants de la cause du culte musulman en France. La parole leur est souvent refusée. Ils agissent avec courage, abnégation, modestie, ne recherchant jamais la gloire de l'ego personnel. Ces prises de position, relatées par les médias et faisant l'objet de décisions légales ou politiques, ont contribué à rendre tangible ces 2 dernières décennies la présence des musulmans en France. De simples catégories démographiques, les musulmans se sont progressivement transformés en catégories sociales et politiques. Ces phénomènes, bien évidemment, n'est pas dû qu'à des facteurs propres au contexte français. L'avènement sur la scène internationale de l'islam radical, l'événement du 11 septembre 2001, le conflit irakien-syrien, les crimes horribles de Toulouse, au journal Charlie Hebdo et l'assassinat à l'hypercarchère de Français uniquement parce qu'ils étaient juifs. Pour ne mentionner que les plus éclatants, ont largement contribué à faire de l'islam un thème dominant du débat public. En effet, force est de constater que ce processus ne se fait pas sans heurts. La prise de parole publique des musulmans a engendré un large questionnement concernant les implications de ces revendications sur les valeurs constitutives de l'État, comme par exemple la laïcité et la démocratie, sur la préservation des équilibres religieux. La médiatisation et la politisation accrue d'enjeux touchant à la problématique de l'intégration des musulmans en France porte à croire que la visibilité croissante de l'islam et de cette présence de 5 millions d'âmes dans les sphères politiques, économiques et sociales est perçue par différents acteurs de la vie politique française comme étant un problème.
Une des manifestations les plus évidentes de cette perception réside dans le débat qui s'est développé autour de l'identité nationale à la veille des dernières élections présidentielles françaises. À la suite d'une forte campagne d'un parti politique français, hostile à l'islam, mettant en exergue l'importance du nombre de musulmans vivant en France, le débat public porte désormais plus sur la question de la présence des musulmans et de la compatibilité de leur intégration et surtout leur non-intégration avec les valeurs républicaines inscrites dans le cadre d'une laïcité fermée, malheureusement. Dans une certaine mesure, les débats autour de l'islam en France ont aujourd'hui tendance à être orientés pour le considérer à faire valider l'idée qu'il est devenu désormais un problème politique à l'échelle française, voire même à l'échelle européenne. Il n'est pas ici le lieu d'aborder les raisons de cette politisation. Cependant, il nous paraît important de dire quelle est notre grille de lecture de cette politisation. Par exemple, il est plausible de penser que, en demandant aux autorités publiques des mesures susceptibles de permettre une prise en compte de leurs spécificités culturelles et religieuses, les musulmans soient perçus comme remettant en cause l'acceptation silencieuse par la première génération d'immigrés musulmans et tenue par acquise de la logique qui marque le modèle laïque français. Il s'agit en particulier de l'idée selon laquelle l'intégration relève principalement d'une adhésion volontaire et individuelle aux normes et valeurs dominantes en France. Ainsi, considéré dans cette perspective, les revendications des musulmans entraînent, selon beaucoup des responsables politiques français, un questionnement sur le sens symbolique et la portée formelle du modèle de citoyenneté française. Plus spécifiquement, elle soulève la problématique et l'absence de volonté politique de la réinterprétation des droits et des lois dans un sens qui puisse permettre l'intégration des musulmans dans le respect de leurs croyances et ainsi leur garantir une égalité de traitement par rapport à d'autres groupes religieux. À ce propos, un débat a eu lieu et s'est vite éteint portant sur la question d'un nécessaire dépoussiérage de la loi 1905 portant la séparation de l'Église et de l'État. Cette redéfinition des termes de l'intégration provoque des réactions sociales et politiques. De manière générale, le débat porte sur les modalités de gestion et d'intégration des musulmans vivant en France. Plus spécifiquement, les prises de position dans le débat public sont principalement structurées autour de trois enjeux. Premièrement, la question de la compatibilité de certaines visions radicales de l'islam avec l'ordre public républicain et démocratique français. Plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer le fait que les demandes des musulmans, par exemple en matière de port du voile ou du cursus éducatif, notamment par rapport aux cours d'éducation physique, sont incompatibles avec l'ordre républicain et démocratique, les traditions culturelles et morales en vigueur en France. Sur cette base, il est deuxièmement avancé que d'une part, les autorités politiques doivent veiller à ce que l'ordre républicain laïque français soit préservé et que, d'autre part, une réflexion plus poussée soit désormais menée en matière d'intégration sociale et culturelle des musulmans de France. Des voix se sont en particulier élevées afin de déterminer des moyens susceptibles d'amener les musulmans à assimiler les valeurs démocratiques de base afin qu'ils puissent évoluer de manière paisible dans la société française. Cette perspective semble, en quelque sorte, impliquer une réactualisation de la logique assimilatrice qui a historiquement marqué le modèle de citoyenneté durant l'époque coloniale française. Troisièmement, la nécessité de poser des limites quant à la possibilité offerte aux musulmans de vivre conformément à leurs différences culturelles et religieuses est vue comme nécessaire dans le but de protéger les institutions démocratiques ainsi que la paix confessionnelle à l'égard du potentiel supposé de mobilisation de l'islam politique. Pour justifier ces lignes politiques, parfois divergentes ou contradictoires, les polémiques relatives à la nature des prêches tenues par des imams dans les lieux de prière, ainsi qu'aux prises de position publiques controversées de certains leaders associatifs ou intellectuels musulmans, ont été largement exagérées et fortement médiatisées pour soutenir l'idée d'une crainte à l'égard du potentiel de mobilisation et de radicalisation identitaire que tel discours pourrait avoir sur les musulmans qualifiés de modérés, terminologie intellectuellement imposée pour souligner la division de l'islam en catégories et en sous-catégories. Ainsi, le débat autour de la présence musulmane en France est fortement influencé par la croyance selon laquelle les musulmans incarnent une identité religieuse forte, sont incapables ou ne souhaitent pas accepter la primauté des principes démocratiques sur les valeurs religieuses. Cette impression, qui s'est largement répandue en France et en Europe depuis les événements du 11 septembre 2001 aux États-Unis, est aussi nourrie par des prises de position publiques de la part d'intellectuels et de responsables associatifs musulmans prônant une interprétation littérale de l'islam par rapport à certaines pratiques telles que le port du voile, la lapidation, le traitement des femmes ou encore les carrés confessionnels dans les cimetières. La stratégie d'un certain discours politique, notamment celui de l'extrême droite, consiste à exploiter la résonance d'une telle vision de l'islam auprès de la majorité silencieuse des musulmans vivant en France. En d'autres termes, est-ce que la conception
de l'islam véhiculé par les responsables religieux est effectivement représentatif de la façon dont les musulmans ordinaires vivent et pratiquent leur foi, bien que la réponse à cette question soit clairement négative, pour le commun des mortels, certains responsables politiques français veulent faire croire le contraire. On peut affirmer qu'une grande et écrasante majorité des musulmans ne se reconnaît pas dans les demandes des prises de position, le plus souvent ayant un lien avec la religion, articulées par les leaders associatifs ou religieux, extrémistes ou radicaux, s'exprimant au nom de la communauté ou de groupes de musulmans. Pour une raison simple, est-il nécessaire de souligner et de rappeler pas mal de musulmans sont observés comme non-pratiquants, ce qui signifie pas obligatoirement non-croyants, et de non-croyants se revendiquent comme laïcs. Il est donc important de remarquer que dans le débat public, la dénomination de musulmans est parfois employée et exploitée de manière arbitraire pour désigner des personnes provenant de pays musulmans. En effet, la provenance géographique ne permet pas de qualifier le degré de religiosité des différents individus. L'intérêt de notre intervention est de bien faire comprendre les inductions qui sous-tendent l'affirmation politique d'une image homogène des caractéristiques des musulmans et de les présenter comme dangereux pour la collectivité française et pour la cohésion nationale. Le but visé est d'aboutir à une généralisation et donc à une simplification de la représentation de l'identité des musulmans et de leur positionnement par rapport à l'islam. En d'autres termes, le fait d'être musulman impliquerait un ensemble de valeurs et pratiques partagées et immuables, donc incompatibles avec la valeur républicaine française. Une telle perception homogénéisante renforce la stigmatisation des membres de la composante musulmane en France. Nous trouvons ainsi au cœur de plusieurs prises de position politiques concernant les musulmans, des représentations sociales et des stéréotypes fortement ancrés. À la liberté de la femme occidentale s'oppose la soumission de la femme musulmane. À l'esprit démocratique des Occidentaux s'oppose l'autoritarisme et la vision théocratique des musulmans. À l'égalitarisme des hommes occidentaux s'oppose le marxisme anachronique des musulmans. Au caractère progressiste des Occidentaux s'oppose le conservatisme des musulmans. Ainsi, il devient nécessaire que les responsables politiques et les journalistes fassent des efforts d'honnêteté intellectuelle pour mieux connaître cette population afin de diminuer les risques de sa stigmatisation sociale et religieuse aux yeux de l'opinion et de la population française. Pour cela encore, faudrait-il accepter qu'en France, la parole soit donnée à des musulmans qui généralement ne l'ont pas, particulièrement dans les médias. Que la majorité silencieuse des musulmans puisse répondre à des questions telles: que signifie vivre l'islam en France en dehors d'une logique théologique stricte? Comment les musulmans perçoivent-ils leur intégration? Comment se positionnent-ils par rapport à la citoyenneté, à la laïcité, au sécularisme? Comment vivent-ils et pratiquent-ils l'islam dans le pays d'accueil? Quelle est leur opinion concernant les décisions des autorités publiques et leurs relations avec la population musulmane? Que pensent-ils de la compatibilité entre islam et valeurs démocratiques, par exemple en matière de mixité, des statuts de la femme, de respect et de laïcité? Je terminerai par l'historique de l'Observatoire national contre l'islamophobie. Jusqu'à la mise en place de l'Observatoire national contre l'islamophobie, il n'existait aucun organisme ou structure reconnu par les pouvoirs publics chargés de recensement des actes anti-musulmans. Le 17 juin 2010 a été signée une convention entre le ministre de l'Intérieur, l'Outre-mer et les collectivités locales et le CFCM pour la mise en place d'un suivi statistique opérationnel des actes hostiles aux musulmans de France. Devant la multiplication des actes islamophobes, le CFCM a proposé lors de la première réunion du conseil d'administration l'élection et la mise en place d'un observatoire contre l'islamophobie. Depuis la signature de la convention, je terminerai par ça, cadre la mise en place de l'observatoire, nous avons enregistré pour l'année 2010 116 actes anti-musulmans, en 2011 155, en 2012 2003, pour l'année 2013 226 actes anti-musulmans, pour l'année 2014 il y a eu une baisse de 41,1, nous avons été d'une manière satisfaits, mais malheureusement, suite aux événements dramatiques qu'a connu notre pays, après les crimes abjects, horrifiants et terrifiants de Charlie Hebdo et l'hypercachère, les actes islamophobes ont atteint un sommet de haine à l'égard des musulmans jamais égalé. Du 7 au 20 janvier 2015, c'est-à-dire 12 jours, les services de police et de gendarmerie ont enregistré plus d'actes islamophobes en ces 12 jours, plus que toute l'année 2014. Nous avons enregistré 199 actes. Globalement, ces chiffres ne reflètent pas la réalité, car nombreux sont les musulmans qui ne souhaitent pas porter plainte systématiquement lorsqu'ils sont victimes d'actes xénophobes. Les discriminations ne sont pas prises en compte dans ce bilan dans la mesure où leur identification reste encore à définir. En revanche, l'islamophobie via la cyber-haine augmente fortement à travers les courriels en chaîne,
à l'origine d'une propagande de mensonges envers les musulmans et l'islam, allant jusqu'à appeler à l'assassinat des musulmans et à l'incendie de leurs mosquées. Ce que nous lisons sur la toile, les musulmans, il faut les exterminer, les musulmans dehors, les musulmans, il faut les brûler, il faut brûler leurs mosquées. Nous voulons vivre ensemble. Et je ne veux plus entendre parler, moi, en ce qui me concerne, de musulmans. Lorsqu'il y a la manifestation de Paris, on m'a interrogé, le journaliste, est-ce que vous allez manifester, vous les musulmans? J'ai répondu non. Je vais manifester en tant que Français, en tant que citoyen de la communauté musulmane, et je ne manifeste pas en tant que musulman. Maintenant, pour le reste, chacun prend ses responsabilités. Les religions, il faut les respecter. Moi, je ne peux pas accepter des images contre le pape ou contre Jésus-Christ, et je souhaite qu'on respecte mon prophète, et je vous remercie de votre attention.